Bonsoir à tous, voici l'avant-dernier grand entretien de cette 10e et dernière journée des rencontres du développement durable 2021, intitulée Faisons 2030 dès 2022. Cette journée toute particulière vient conclure ces réflexions avec un thème passionnant aujourd'hui, Dessinons le monde d'après. Dans cette journée co-organisée par l'Institut Open Diplomacy avec ESCP Business School. Et pour ce grand entretien, j'ai le plaisir de recevoir le directeur général monde d'AXA, l'un des grands mécènes de nos rencontres du développement durable, Thomas Buberl. Thomas, j'espère que vous êtes bien connecté avec nous. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Je vais vous présenter pour que chacune et chacun qui nous écoute connaisse votre parcours. Vous avez commencé votre carrière dans le conseil, au Boston Consulting Group. Vous avez rapidement évolué dans le secteur de la banque et de l'assurance en Allemagne, à l'international. Vous avez rejoint le groupe Winterthur de 2005 à 2008. Vous avez pris part au comité de direction de cette organisation avant de rejoindre la Zurich Insurance Group comme directeur général pour la Suisse. Et c'est en 2012 que vous avez rejoint le groupe AXA, d'abord comme directeur général d'AXA en Allemagne et membre du COMEX du groupe. À partir de 2015, vous avez également pris part au comité directeur du groupe avant de prendre la direction générale de tout le métier de l'assurance en matière de santé et puis en matière de vie et d'épargne. Et c'est en 2016 que vous êtes devenu directeur général et administrateur du groupe AXA. Une carrière donc fulgurante et qui va nous permettre de parler de ce sujet passionnant du développement durable qui vous tient à cœur depuis très longtemps. Je voudrais commencer par cette première question, Thomas Buberl. Quand on parle de développement durable, on a souvent en tête l'éco-anxiété qui s'est installée chez les plus jeunes, qui fait directement référence à la crise climatique dans laquelle nous avançons de plus en plus. Pourtant, le pilier social du développement durable est clé et il ne faut pas l'oublier. Commençons par là, puisque AXA est au cœur d'une coalition internationale dédiée à la réduction des inégalités, et c'est l'objet de plusieurs objectifs de développement durable des Nations Unies. C'est la fameuse coalition Business for Inclusive Growth, l'activité économique au service d'une croissance inclusive, qui a été lancée au moment du G7 sous présidence française à Biarritz en 2019. Et j'aimerais que vous puissiez nous expliquer en quoi elle consiste, cette coalition, pourquoi AXA y a pris part évidemment, et quels sont les résultats que vous avez obtenus à l'intérieur de ce groupe d'entreprises internationales. Merci Thomas pour cette question et bonsoir à tous et à toutes. Pour moi, le volet social et environnemental, ça va vraiment ensemble. Et certainement pour AXA comme grand assureur mondial, comme vous l'avez dit, on est très mobilisé sur les deux fronts. Parce que c'est très fidèle aussi à notre raison d'être, qui est agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte. Dans cette coalition Business for Inclusive Growth, qui réunit des grands groupes, l'idée est vraiment comment on peut travailler ensemble pour, d'un côté, rendre plus accessibles nos produits, parce qu'il est vrai que le besoin d'assurance est très grand dans le monde, mais on n'arrive pas à assurer tout le monde, certainement dans les populations vulnérables. Deuxième sujet, c'est certainement aussi d'intégrer cette notion dans les relations avec nos fournisseurs, parce que c'est important qu'on se focalise sur les fournisseurs qui suivent vraiment les règles d'inclusion sociale. Et pour vous donner un exemple concret, parce que vous avez demandé des actions concrètes, on a par exemple travaillé ensemble avec L'Oréal sur un programme qui s'appelle INES, c'est le Insurance Net for Smallholders, qui permet dans ce programme de couvrir 50 000 agriculteurs qui sont des fournisseurs de L'Oréal au Burkina Faso et en Inde. Et il y a plein d'autres programmes qui sont constitués comme ça, toujours en programme, ou toujours en collaboration avec différentes grandes entités pour vraiment avoir accès et donner de la sûreté et de la protection aux populations vulnérables. Et pour nous, c'est très important de combiner les deux parce que certainement le coût de la transition
écologique est gigantesque, et il est clair que ça doit se passer dans une manière sociale pour qu'on puisse embarquer tout le monde et qu'il n'y a pas une plus grande fragmentation sociale qu'on vit déjà aujourd'hui. Merci Thomas Buberl. Je voulais qu'on commence cet entretien précisément par la dimension sociale du développement durable, puisque chacun le sait, la crise climatique et plus généralement environnementale a déjà largement commencé et elle frappera systématiquement les plus vulnérables en premier et en plus fort. Ça fait de nombreuses années que vous-même et puis le groupe AXA tirez l'alarme sur le fait qu'un monde à plus 4 degrés n'est pas assurable, alors que précisément le fait de pouvoir avoir une assurance, une couverture, c'est un élément majeur de notre protection sociale. En tout cas en Europe c'est essentiel. Et donc la question que j'aimerais vous poser à l'aune de cette crise environnementale qui ne cesse de se développer à mesure où nous avançons vers la COP26, dont le secrétaire général des Nations Unies dit régulièrement, avec force, avec constance, que les résultats ne sont pas encore à la hauteur de la part des gouvernements qui s'engagent. Comment est-ce que votre métier d'assureur va pouvoir se réinventer à l'aune de ces disruptions climatiques, alors que précisément les plus vulnérables ont d'autant plus besoin de protection face à ces dangers? Alors, vous avez tout à fait raison que cette crise climatique se focalise et frappera plus fortement les plus vulnérables. Et quand on pense aux vulnérables, on pense beaucoup de fois aux pays qui sont encore en développement. C'est vrai que là, on voit certainement qu'il y a le problème le plus grand, mais de l'autre côté, on le voit aussi dans les pays plus développés. Et c'est pourquoi il faut vraiment veiller sur les deux types de pays. C'est ce qu'on voit aussi que cette transformation demande une plus grande protection et certainement aussi une meilleure compréhension du risque. Et on publie chaque année notre Future Risk Report qui, cette année, a montré que le risque climatique est devenu le risque numéro 1 et certainement ce risque climatique a des caractères assez intéressants, mais aussi complexes, parce que ces risques sont très complexes dans le sens qu'on les comprend, mais on ne les comprend pas encore dans sa totalité. Et ça veut dire les anticiper, les modéliser à court et à moyen terme reste un grand défi. Deuxièmement, on voit que les coûts de ces risques climatiques sont de plus en plus élevés pour des raisons de la concentration des biens dans certains endroits, mais aussi pour le sujet qu'on vive en ce moment, que les chaînes de valeur au niveau mondial sont quand même en difficulté de toujours fournir les éléments, les matériaux au bon moment et certainement aussi au bon prix. Et il est clair aussi que le coût de l'inaction est très élevé. On sait on a un problème, de ne pas agir va coûter très cher et on n'a pas d'option de ne pas agir. Et c'est pourquoi, en rôle d'assureur, pour nous, c'est important. On va continuer à assurer ces risques parce que il faut quand même aider les entreprises, nos clients privés pour se couvrir contre ce risque et ça c'est important. Deuxième sujet, on voit de plus en plus que ces risques deviennent de plus systématiques. Ça veut dire on les voit plus souvent, on les voit toujours au même endroit. Et là, la question arrive, est-ce qu'il ne faut pas trouver des nouveaux mécanismes privés-publics qui doivent aider à assurer mieux ce type de risque? On a par exemple en France un régime catastrophe naturelle qui est prouvé, qui marche et qui est relatif aux autres pays européens, un système qui est beaucoup mieux que ce qu'on trouve dans d'autres pays. Et c'est pourquoi il faut vraiment être plus large dans la réflexion, comment on peut dans le futur assurer ces risques. Mais il faut aussi penser qu'est-ce qu'il faut faire
pour qu'on puisse minimiser ces risques. Et là, l'aspect de prévention arrive. Aujourd'hui, on ne fait pas encore assez dans la prévention parce que beaucoup de fois, on voit que des risques climatiques pourront être éliminés par une meilleure prévention qui va à la fin augmenter notre résilience collective. Merci, Monsieur Vauberle. Quand on vous entend, on se rend compte, vous avez expliqué la complexité du risque climatique pour l'industrie financière qui, elle, doit se projeter dans le temps long. On comprend que c'est une transition qui est extrêmement difficile à mener pour une entreprise en général et en particulier pour une entreprise d'investissement à la taille mondiale que celle d'AXA, implantée dans des dizaines de pays, dont toutes les autorités financières, de supervision prudentielle ou d'autorités monétaires regardent précisément si vous-même vous commencez à anticiper ce risque climatique et ces disruptions environnementales. Et donc la question qui me vient, c'est quels sont les... Comment s'y prendre pour un dirigeant comme vous, d'être attentif à la fois au risque en tant que tel, à la réinvention du modèle économique, à toutes les normes qui sont en train d'évoluer, dont on sait qu'elles-mêmes posent des risques juridiques extrêmement importants. Quel leadership il faut démontrer pour pouvoir opérer une transformation dans une entreprise, dans une organisation aussi complexe? La question de la transformation n'est plus un choix. Si vous parlez aujourd'hui avec vos collaborateurs, avec vos clients, avec les investisseurs, mais aussi avec les régulateurs et le grand public, vous entendez toujours le même sujet. Il faut s'y mettre et il faut vraiment essayer de le faire ensemble. Qu'est-ce qui a changé? Parce que le leadership était toujours là. Mais je pense qu'il faut aujourd'hui appliquer un leadership qui est différent peut-être vis-à-vis il y a 20, il y a 30 ans. Et les deux dimensions que je trouve sont différentes aujourd'hui, c'est la première, vraiment de dire, ça suffit plus de regarder les prochains 3 mois, les prochains 12 mois et même les prochains 2 ans. Quand on parle sur la transformation climatique, on parle bien évidemment des horizons de 30, de 80 ans. Ça veut dire qu'il faut quand même changer l'horizon et changer aussi le courage des décisions, parce que prendre une décision à 3 mois est quelquefois beaucoup plus simple, beaucoup plus certaine qu'une décision à 30 ans. Mais parce qu'on n'a pas le choix, il faut essayer de travailler bien en équipe, de vraiment collecter toute l'intelligence de vos collaborateurs, de vos clients et de tous les stakeholders pour bien préparer cette décision. Et une deuxième question, pour moi, qui est différente dans le leadership, c'est la question de la multiplicité des acteurs. Dans le passé, on était bien ensemble, mais on a bien travaillé aussi tout seul, parce qu'on était en concurrence au niveau mondial. On a essayé d'éviter de partager. Aujourd'hui, vous n'avez plus le choix. Dans une transition climatique qui est de telle ampleur, il faut se mettre ensemble, il faut se mettre ensemble dans le secteur, mais aussi au-delà du secteur. Je vous avais donné un exemple avant avec le Business for Inclusive Growth. Il y en a plein d'autres aussi dans notre secteur où, en travaillant ensemble, on peut vraiment arriver et aller très loin. Ce leadership et d'être vraiment en avance nécessite aussi que sa propre entreprise est bien organisée et certainement qu'on attire et qu'on met ensemble des grands talents. Et j'ai la chance d'être à la tête d'une entreprise incroyable qui a une longue histoire, mais qui a certainement une très grande culture, parce que on a une culture très collective où toute l'entreprise et toute l'expertise et la passion des gens qui veulent vraiment conquérir cette transformation, qui veulent faire une différence sociale, c'est vraiment notre capital et cette vision de long terme. C'était là dès le début chez AXA.
et on le partage tous. C'est pourquoi quand on a vraiment recréé notre purpose, ça a créé une très grande énergie et qui était fédérée autour de cette vision de long terme. En plus, notre gouvernance est très bien organisée pour aussi nous aider de penser à long terme et pour inciter le leadership, mais chacun et chacune pour s'y investir et pour se mettre ensemble pour y arriver. Merci Monsieur Boubel. En reprenant le terme de gouvernance, vous avez aussi montré que ce n'est pas un acte individuel, le leadership, c'est un acte profondément collectif que vous partagez avec vos équipes et avec les actionnaires qui s'assurent que la trajectoire d'AXA garde le cap. Et si j'ose dire, ça ne vous donne pas l'occasion de faire un discours de façon théorique sur précisément votre vision, mais sur aussi les résultats que vous avez déjà obtenus. Je le disais tout à l'heure, on s'apprête à rentrer dans la 26e COP, donc la conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre les changements climatiques. Quel bilan vous dressez, vous déjà, à la tête d'AXA, de votre contribution à la neutralité carbone de l'Union européenne? Je rappelle que l'Union s'est fixé comme objectif d'être le premier continent neutre en carbone à horizon 2050. Quel bilan vous dressez déjà de votre action? Alors, on était très tôt dans notre engagement contre le réchauffement climatique parce qu'on était très clair dès le début. Si on veut vraiment arriver à 1,5 degré en 2100, il faut compenser toutes nos émissions de gaz et ça veut dire qu'il faut le faire dès 2050. AXA s'est engagé, comme j'ai dit, très tôt autour du sujet climat et de la réduction de gaz. On a commencé en 2015-2016 avec le ban du charbon. Ça veut dire on a arrêté d'investir dans le charbon et on s'est investi dans la TCFD, la Task Force for Financial Disclosure, qui était absolument clé pour le reporting extra-financier qu'on trouve aujourd'hui. En plus du désinvestissement du charbon, on a aussi décidé de ne plus souscrire du charbon. Ça, c'était le début. Après, une nouvelle étape, c'était clairement en 2019, où on a décidé de rejoindre la Net Zero Asset Owner Alliance, qui était vraiment autour de la question comment on peut contribuer avec nos investissements de réduire notre empreinte carbone. Et ça se traduit aussi dans des objectifs internes. Par exemple, chacun et chacune de nos leaders chez AXA est fédéré autour du sujet comment on peut réduire notre empreinte carbone de nos investissements dans notre propre portefeuille de 20% d'ici 2025. C'est dans les plans d'action et c'est dans les objectifs de chacun et chacune. Et une dernière et troisième, je veux dire, grande initiative qu'on a même créée nous-mêmes, c'était la Net Zero Insurance Alliance qui a été créée en 2021, lancée au G20 à Venise. C'est l'idée comment on peut transférer les pratiques sur l'investissement aussi dans la partie de la souscription. Ça commence évidemment avec la question de ne plus souscrire du charbon, mais ça s'éteint aussi à la question comment on peut aider la transition avec nos activités de souscription. Et c'est important parce que dans l'investissement, on a toujours encore des acteurs, des chemins qui se trouvent où les industries qui sont quand même très défavorables au climat trouvent leur argent. Avec la Net Zero Insurance Alliance, vous avez aujourd'hui 8 acteurs mondiaux qui sont ensemble et on veut agrandir ça pour vraiment arrêter l'assurance de ces activités difficiles parce que sans assurance, il n'y a plus de financement.
Absolument, et on retombe sur ce qu'on évoquait à l'instant même avec Jean-Paul Agon. Vous avez fait référence tout à l'heure au groupe L'Oréal, c'est pour ça que je me permets de mentionner ça, c'est que les grands groupes comme celui que Jean-Paul Agon préside et a dirigé, et celui que vous dirigez, font partie de coalitions internationales qui déploient leurs initiatives à l'échelle mondiale. Vous-même, vous allez annoncer à la veille de cette COP26 d'autres mesures que vous souhaitez prendre qui ne relèvent pas que du climat, mais aussi de sa crise jumelle, la crise de la biodiversité qui frappe les écosystèmes marins comme les écosystèmes terrestres. Nous sommes en pleine décennie de la restauration des écosystèmes au niveau des Nations Unies. Vous allez entreprendre vous-même de nouveaux chantiers en matière de protection de la biodiversité. Quelles sont ces nouvelles actions que AXA va entreprendre? Alors, vous avez tout à fait raison que le défi de la biodiversité est l'extension du défi climatique. Et on ne peut pas séparer ou négliger l'un ou l'autre. Ils sont liés et c'est quelque chose qu'on n'a pas uniquement découvert hier. C'est quelque chose qu'on a poussé énormément déjà depuis un certain temps et on a aussi mené des actions depuis plusieurs années. Ça a commencé avec la question de restrictions sur les investissements autour de l'exploitation d'huile de palme non durable. Ça inclut aussi des coalitions où on s'est associé avec le WWF. Et certainement, ça crée aussi le début de la TNFD, la Task Force on Nature-Related Financial Disclosure, ça veut dire la suite de la TCFD, où on était vraiment une des parties fondateurs. Et vous voyez aujourd'hui que ça prenne vraiment beaucoup de l'ampleur et on est très, très heureux de ça. En plus, on a aussi fondé un fonds d'investissement d'impact qui se focalise vraiment uniquement sur la biodiversité et en 2020, on a donné un commitment d'investissement de 350 millions. Alors ça, c'est le passé. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on est prêt d'annoncer plus sur la partie biodiversité. Et la partie biodiversité dans la suite se joue beaucoup autour des forêts. Parce qu'on voit quand même que les forêts sont très importantes aussi dans la suite pour capturer du CO2 et pour nous aider. C'est pourquoi on a dit AXA va investir 1,5 milliard d'euros pour soutenir la gestion durable des forêts. Et si on traduit ça en termes des mégatonnes de CO2, ça veut dire un potentiel par an de capture du CO2 de 25 mégatonnes. Comment ça va se détailler? On va, sur les 1,5 milliard, prendre 1 milliard pour investir dans la gestion forestière dans les pays développés et 500 millions d'euros dans des projets de reforestation dans des pays émergents. En plus, on va se focaliser sur des nouvelles restrictions en matière d'investissement et assurance. Pour nous, c'est toujours important que les deux vont ensemble pour contribuer activement à ce phénomène de déforestation. Ça concerne aujourd'hui la production du soja, la production d'huile de palme et des bois et l'élevage bovin dans des régions où on voit vraiment une grande déforestation. Avec cet engagement, on va essayer de faire notre maximum de ralentir la déforestation et de promouvoir la reforestation parce qu'on pense vraiment c'est absolument clé dans les prochaines années et c'est au cœur vraiment de cette biodiversité. Il est aussi important pour nous dans la suite, et ça c'est la troisième initiative, qu'on mette en place des exclusions d'assurance dans des endroits et dans des réserves de biodiversité qui sont
identifiés par l'UNESCO. Avec ça, on a vraiment un focus global sur 110 pays. Et pour nous, c'est vraiment important qu'on fasse cette prochaine étape, les 3 annonces supplémentaires sur la biodiversité, parce que c'est notre défi de demain. C'est intimement lié au climat et je suis très heureux que tout AXA s'engage en plus autour de ces 3 nouvelles annonces. Merci beaucoup Thomas Buberl. En parlant des forêts, on parle des choses extrêmement concrètes, vous l'avez dit. Les forêts, c'est une très très grande partie de notre capacité à régénérer l'atmosphère, à aussi pouvoir fournir des services écosystémiques qui sont absolument indispensables à la filtration de l'air, à la préservation de nos terres, à l'évitement des grandes inondations. Le fait que vous déployez cette stratégie nouvelle que vous annoncez aujourd'hui lors des rencontres du développement durable dans 110 pays ne peut pas m'empêcher de faire référence il y a 8 mois, moins 2 jours tout pile, au premier Global Forest Summit que l'Institut Open Diplomacy a co-organisé et cofondé avec Reforest Action, précisément pour plaider à l'échelle internationale pour la protection et la restauration des écosystèmes forestiers. Vous l'avez très justement dit, c'est clé pour la biodiversité, puisque les écosystèmes de forêt représentent 80% de la biodiversité terrestre et que c'est aussi totalement clé pour le climat. Les 2 crises climatiques et biodiversité sont parfaitement jumelles. Pour une entreprise mondiale, mais profondément européenne comme peut l'être AXA, annoncer ces nouvelles alors que nous sommes en pleine conférence sur l'avenir de l'Europe et que l'Europe est moteur en matière de lutte contre la déforestation importée, c'est absolument indispensable. On est très content que vous puissiez nous partager ces nouveautés dans le cadre de l'action complète que vous nous avez décrite au cours de ce grand entretien. Merci beaucoup Thomas Buberl, merci à AXA d'être l'un des grands mécènes des rencontres du développement durable. Merci à travers vous à toutes les équipes d'AXA qui ont permis cet échange parfaitement fructueux et le fonctionnement de ces rencontres du développement durable. Merci beaucoup Monsieur Buberl. On se retrouve très rapidement pour le dernier et ultime grand entretien des rencontres du développement durable. Je dis dernier puisque nous n'aurons pas la chance d'accueillir la ministre Barbara Pompili, retenue à Matignon pour précisément travailler sur un certain nombre de sujets brûlants en matière de transition écologique. Mais j'ai la chance de vous retrouver d'ici quelques minutes avec Chrysoula Zakharopoulou, députée européenne et coprésidente mondiale du mécanisme COVAX, grâce auquel nous avons lutté plus efficacement contre la pandémie de Covid-19, encore un événement issus de nos incapacités à prendre compte des dérèglements climatiques et de la biodiversité et qui ont des conséquences immédiates et catastrophiques. On revient avec la docteure Chrysoula Zakharopoulou pour cette dernière et ultime des rencontres du développement durable co-organisées aujourd'hui par l'Institut Open Diplomacy avec le SCP. À tout de suite.